quelque chose que je me rends compte, c'est quand t'es investi en crypto mentalement, que tout le monde sait que t'es dans crypto, le pire feeling, c'est vraiment les marchés montent vers le haut puis t'as aucune exposition dans le fond. Donc, Et pour tu cette cours après le raison, marché. ouais, exactement. Puis je pense que le marché a du potentiel haussier à long terme. Je pense que ça pourrait aller plus haut. Tu disais que tu t'es fait hit, genre assez fortement pendant la période FTX ou même, tu vois, récemment. Comment on se remet, tu vois, genre rationnellement et même émotionnellement de grosses pertes, tu vois? Quelles ont été pour toi les solutions pour se remettre de grosses pertes et réussir à relever la tête et à avancer? Le plus difficile, évidemment, c'est de trouver cette edge-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, C'est le nerf de la si, guerre. si tu peux pas définir ton edge, généralement, t'en as probablement pas. Ça peut être une bonne règle générale. Donc, Je voulais parler un petit peu de ce bull market, ou en tout cas de ce cycle. Comment toi tu l'as vécu en tout cas sur les 12 derniers mois et comment est-ce que tu te positionnes pour la suite? Quelles sont un petit peu aussi tes visions, convictions sur le marché? Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble ton folio là? Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai le plaisir d'interviewer Salsa. Hello Salsa, comment ça va? ça va très bien. Merci de m'avoir et j'espère que ça va bien de ton bord aussi. Bah écoute, tout roule de mon côté. Je suis extrêmement heureux de te recevoir parce que pour le coup, comme je te l'expliquais juste avant, moi ça fait un bon moment que je te suis, donc sous le nom de Salsa Tequila sur Twitter. J'ai vu que tu as fait pas mal tes armes à l'époque sur Twitter, sur BitMEX, et que tu tradais d'ailleurs comme un petit dégène au début. Et du coup, j'ai un peu pu suivre ton parcours de l'extérieur pendant un bon moment sur Twitter. Mais je me suis rendu compte qu'au final, bah certes, tu vois, je vois des tweets qui passent, etc., mais je sais pas exactement, tu vois, quel a été ton parcours spécifiquement dans le trading. Et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui serait assez intéressant de partager avec la communauté, spécifiquement parce que toi, aujourd'hui, le trading, c'est quelque chose que tu fais à temps plein, ou du moins que tu as fait, genre, de manière assez intense, je dirais, sur les 5, 7 dernières années. Et Ouais. parce que, tu vois, c'est rare, au final, de trouver des gens autour de soi qui sont dans le même dada du trading et de la crypto, etc. Parce que, tu vois, au final, dans le marché, il y a plein de gens qui tradent, mais des gens qui tradent, genre, activement et qui arrivent à exister dans la durée, à être profitable, etc., c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, très, très content de pouvoir parler un petit peu de tout ça avec toi. Et je te laisse peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que t'es surtout un mec du CTUS, en vrai. D'accord. Donc, je trade effectivement depuis 2017. J'étais pas mal temps plein au début. Maintenant, ben, ça prend moins de temps de ma vie quotidienne parce que je suis plus habitué à quoi faire. Mais il y avait quelques années où j'étais vraiment fixé à mon écran, pas mal tous les jours, tout le temps. Donc, ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui trade aussi. Oui, en effet, je parle pas souvent en français. Je suis principalement actif sur Twitter. Donc, mon audience, je tweete toujours en anglais, mais je sais parler français. Donc, euh, rejoindre une audience en français, c'est nouveau pour moi. Euh, qui es-tu exactement? Enfin, est-ce que tu peux te présenter? Parce que, tu vois, comme je te l'expliquais, je pense que dans le CTFR, on est un peu dans une sorte de bulle où, genre, il y a certaines personnes qui regardent pas trop le CTUS et encore moins, tu vois, le CTUS orienté trading. Est-ce que tu peux, tu vois, présenter un petit peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? J'ai cru comprendre que tu avais d'ailleurs commencé un petit peu ta vie de vagabond de la même manière que moi en faisant du gambling de skins ou d'items sur des jeux vidéo. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc voilà. Qui es-tu? Présente-toi. Oui, donc j'ai commencé en crypto, ça devait être, je sais pas, ça, j'ai dû être introduit à ça en 2013 environ, parce que justement, je jouais à des jeux vidéo, puis il y avait des transactions d'actifs de jeux vidéo, et dans le temps, tout le monde utilisait PayPal avant 2013, mais dans le coin de 2013, PayPal m'a bloqué mon compte. Il aimait pas mon modèle de business, c'était littéralement, je faisais des transactions d'items de jeux vidéo, j'étais mineur dans le temps. Donc, ils aimaient pas ça, ils m'ont bloqué et j'ai trouvé Bitcoin comme alternative à PayPal. Dans le temps, malheureusement, je le voyais pas comme un investissement, ce qui est dommage parce que ça valait très peu. Je pense que c'était 300 $ le Bitcoin en moyenne dans le temps, euh, quand j'ai commencé du moins. Donc, je me rappelle à un point, à un moment donné, j'en avais accumulé quelques-uns et j'ai aussi été introduit
aux différents sites de gambling à crypto dans le temps qui émergeaient. Je pense qu'il y avait Prime Dice et tout, et j'ai tout perdu ce que j'avais. Qui est devenu steak d'ailleurs. Ouais, j'ai tout perdu ce que j'avais du jour au lendemain. Dans le fond, c'était mon baptême et la dernière fois que j'ai gamblé. Après ça, j'ai pas refait l'erreur par chance. Mais c'était comme mon premier baptême du feu tu sais, j'avais comme une stratégie sur le jeu vidéo qui me permettait d'accumuler des bitcoins. Puis du jour au lendemain, tu ruines ton edge en faisant du gambling sur un site comme ça parce que justement t'étais tanné d'attendre. Parce qu'il faut être patient quand t'as un edge. Ça va, ça vient, et entre les temps où est-ce que l'edge vient, ben ça peut prendre du temps. Donc, ça m'a préparé un peu au trading en ce sens-là. Tu sais, tu calculais les probabilités, tu faisais des paris sur le jeu et cet esprit de probabilité, ben c'est pas quelque chose qui est deuxième nature pour tout le monde. En fait, je pense que c'est très très contre-intuitif pour la majorité des gens. C'est probablement pourquoi la théorie de probabilité, c'est pas quelque chose qu'ils apprennent, que les gens apprennent très souvent. Donc, ça aide en trading. Je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi justement il y a beaucoup de joueurs de poker et d'autres gens qui ont des backgrounds similaires qui ont transitionné vers le trading. Donc, en bref, ça m'a fait découvrir le Bitcoin. Et j'avais quelques bitcoins probablement, ou du moins j'avais un bag avant le bull run de 2017. Donc, quand les marchés ont commencé à bouger beaucoup, c'est là que je me suis intéressé au trading. Là, j'avais Poloniex et tout. J'ai acheté des coins qui ont fait des 100x, puis je les ai hold tout all the way down. Là. C'était un moins 99% du top au bottom. Puis j'ai fait comme le premier cycle de newbie qui hold vers le haut, vers le bas. Et après ça, j'ai transitionné beaucoup vers le leverage trading. Mais j'étais probablement pas profitable pour les premiers 18 mois. Donc, ça a pris quand même très longtemps avant d'être profitable. C'est probablement une des raisons pourquoi la majorité des gens quittent. C'est très rare que C'est quelqu'un... décourageant. Ben, c'est ça, c'est très rare que quelqu'un aussi persévère pendant, mettons, 2 ans de temps avant de commencer à être profitable en perdant de l'argent. Tu sais, t'as pas le luxe de faire ça à moins que tu sois comme un étudiant qui vit encore chez ses parents, comme qui était mon cas. Donc, j'ai été très chanceux d'avoir les conditions pour justement persévérer là-dedans. Et éventuellement, fin 2018, début 2019, j'ai joint un prop shop que ça s'appelle. Dans le fond, c'est une firme de trading qui te donne du capital, tu trades pour eux, t'as un split. Donc, j'ai fait ça en fait, je suis encore avec eux depuis le temps. Ça doit faire c'est ça fait 5 ans. Donc, je trade encore aujourd'hui, mais je suis moins degen en tant que tel. Là. Je passe moins mon temps sur l'ordinateur tout le temps et j'ai une meilleure balance de vie. Je comprends. Et du coup, je me posais la question, tu vois, genre, assez tôt, tu as été actif dans le CTUS. Pourquoi tu as eu envie tu vois, de t'engager, par exemple, sur Twitter, de partager ce que tu faisais, etc. Et aussi, pourquoi t'as jamais véritablement parlé français, par exemple, sur les réseaux? Est-ce que c'est juste le CTUS est beaucoup plus intéressant? Explique-moi un petit peu, genre, quelle est ta philosophie un petit peu sur Twitter? En fait, j'ai naturellement toujours été dans des feeds en anglais. Tu sais, même quand je gamblais sur les jeux vidéo ou que je transigeais, c'était tout le temps en anglais. C'est comme le langage plus international. Tu rejoins plus de personnes. Puis j'ai été pris, j'ai justement dérivé vers l'anglais naturellement, juste pour par les gens qui m'entouraient et même avec mes amis à la firme de trading où est-ce qu'il y en avait quelques-uns qui parlaient anglais, quelques-uns qui parlaient français, mais tout le monde parlait anglais, fait que ça rejoint vraiment tout le monde l'anglais. Donc internationalement, tu as accès à plus de gens en anglais. Ok, assez intéressant. Et j'ai vu que tu avais un style de trading qui était assez particulier dans d'autres interviews, même sur Twitter, que tu parlais du fait que tu avais à la fois un compte swing, à la fois un compte scalping. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que j'ai un peu l'impression que tu t'es fait tes armes avec le scalping. Est-ce que même c'est quelque chose que tu pratiques encore? Non. J'ai un compte de scalping et pour les swings, ce que je fais, c'est j'investis tout simplement. Ça me garde parce que dans le fond, quelque chose que je me rends compte, c'est quand tu es investi en crypto mentalement, que tout le monde sait que tu es dans crypto, le pire feeling, c'est vraiment les marchés montent vers le haut puis t'as aucune exposition dans le fond. Donc et pour tu cette cours après raison, le marché.
Ouais, exactement. Puis non seulement ça, mais je pense que le marché a du potentiel haussier à long terme. Je pense que ça pourrait aller plus haut. Donc, je vois pas une raison pourquoi j'aurais pas une certaine exposition continuelle, juste d'avoir, mettons, un petit peu d'argent en Bitcoin, un petit peu d'argent en Ethereum. Ça aide aussi pour la clarité avoir l'esprit clair dans le fond. Mais pour le trading en tant que tel, un compte swing, un compte scalping, je garde juste un compte scalping et je me suis rendu compte aussi que, en fait, je suis pas très bon en swing. Je regarde mes statistiques, mon average pour les comptes qui sont les plus profitables, c'est vraiment dans le coin de 3 heures. Donc, rarement, je vais garder une trade pendant plusieurs T'arrives pas jours. Là, à hold les positions, en fait. ouais, ça arrive que je garde une trade plus longtemps, mais le marché a tendance à revenir à mes entrées puis à m'avoir si je garde trop longtemps. Donc, souvent, c'est in and out assez rapidement. Je comprends. Enfin, et puis même, tu vois, je regardais des gros PNL latents pendant une période assez importante, tu vois, parce que enfin, c'est ce que tu peux être amené à faire en swing, c'est compliqué, tu vois, mentalement, alors que rien que le fait d'avoir de l'argent investi en spot ou genre sur des ledgers, etc., tu vois Mhm. moins le PNL latent avec des chiffres qui bougent à 24 et ça te, je pense que ça te fait moins couper tes positions aussi. Tu vois, le fait d'investir en spot, tu peux maintenir tes positions plus longtemps, alors qu'avec les dérivés, t'as un peu ce truc de, t'as le PNL qui bouge tout le temps, etc. T'es tenté de le prendre. Et c'est pas quelque chose qui est évident nécessairement. C'est une épée à double tranchant dans le sens que quand le marché a été baissier en 2022, non seulement mon trading a pris un coup, mais en plus, les actifs que j'avais en crypto ont pris un coup. Mais si tu regardes au fil du long terme, si tu penses que le Bitcoin pourrait aller dans les 6 chiffres, ce serait un peu, ce serait un crime de pas en avoir dans le fond, parce que tu te trahis, tout le monde pense que ton identité est liée à crypto et tu passes tout ton temps dans cette industrie et en fin de compte, le marché monte beaucoup et tu profites pas. Donc ça aurait un gros coup sur ton mental, alors que si le marché baisse, t'en avais un peu, euh, ben c'est pas grave, ça fait partie du risque d'être dans cette industrie-là. Donc j'aime ça en avoir simplement parce que je pense que oui, c'est un bon investissement même si c'est volatile. Je pense il y a du potentiel aussi. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Et t'expliquais que en soi, tu faisais surtout du scalping, en tout cas, c'est là où tu trouvais ton edge, etc. Est-ce que c'est comment ça s'est passé, tu vois? Genre comment on est amené à faire du scalping? Est-ce que t'as appris d'une certaine manière? Est-ce que t'as appris de toi-même? Est-ce que t'as réussi J'ai à être profitable, appris peu importe les conditions de marché? Comment ça J'ai s'est appris passé? de moi-même. Une grosse partie du travail, c'est justement apprendre à... parce que tout le monde fait de l'argent de temps en temps, mais le gros du problème, c'est d'apprendre quoi ne pas faire et de ne pas le faire. Je te donne un exemple. J'avais plein d'habitudes qui étaient pas bonnes. Quand j'ai commencé en prop shop, ça m'a vraiment aidé parce qu'il y avait des gens qui me disaient quoi ne pas faire et qui me guidaient un petit peu. Et je voyais que ce qu'ils me disent, ils l'appliquaient devant moi. Tu sais, on était tous présents dans le bureau et je voyais ce qu'ils faisaient sur leur ordi. Puis ce qu'ils me disent, tu sais, il y avait quelqu'un, je me souviens très bien, il tradait à partir de simplement un livre d'ordre. Dans le fond, un ladder, ça s'appelle Trading Technology. Je sais pas si t'es familier. Non, mais un order book, quoi. Ouais. Ouais, c'est comme un livre d'ordre que tu peux placer des ordres assez rapidement en un clic. Puis il y avait Ah aussi ouais, je connais ça. un newsfeed dans le fond. Ah Et ah. c'est ça, il regardait les nouvelles, son livre d'ordre bougeait, puis il tradait simplement avec ces deux outils-là. Et il était profitable. Donc, ça t'ouvre les yeux et ça déconstruit quand t'es biaisé vers certaines choses, par exemple l'analyse technique, euh, ça, ça, ça t'ouvre les yeux que c'est pas la seule solution, pas la seule façon de trader. Ok. Et du coup, genre, d'un point de vue scalping, genre, c'est quelque chose que tu fais toujours autant. Et genre, comment on reste dans un état mental sain en faisant du scalping? Parce que, genre, ça demande une certaine rigueur, mais ça demande aussi une certaine
persévérance dans le sens où genre le scalping ça demande quand même pas mal de temps devant les écrans et je pense que ça Ouais. peut vite rendre fou, tu vois. Un problème qu'on a avec le trading, en tout cas je crois qu'on avait un petit peu parlé rapidement, mais c'est le fait que en soi le trading c'est un métier qui genre peut parfois entraîner une sorte de solitude parce que tu sais il y a peu de gens qui comprennent vraiment ce que tu fais, quoi. Genre, genre le nombre de personnes qui font exactement ce que tu fais ou moi personnellement ce que je fais d'une certaine manière, en plus de ça dans le marché crypto et de manière sérieuse avec de la size, etc. Tu vois, c'est compliqué de trouver des gens qui font exactement la même chose. Du coup, tu peux te retrouver un peu dans un état mental qui peut être parfois compliqué parce que c'est toi vs toi et quand ça va pas, ça va pas. Et du coup, sur quelque chose qui est aussi exigeant et aussi intense que le scalping, je me dis que ça va être compliqué. Comment t'as géré ça? Oui, donc j'ai toujours cette tendance-là, mais j'avais aussi, en fait, depuis que je trade, j'ai une tendance à pousser les limites de size, malheureusement. Et et mes plus grosses pertes, c'est toujours sur des sizes gigantesques que j'aurais jamais dû prendre. Et je me souviens pas d'une seule fois que j'ai pris une size qui était énorme, trop grosse, ou est-ce que j'ai eu un win. Donc, le gros du stress que je me suis imposé moi-même était très souvent lié à utiliser un trop gros size. Et de Ça, l'impatience, c'est, du coup. ouais, exactement. Donc, t'es impatient, tu utilises trop un gros size, ça gruge ton edge dans le sens, si tu joues à prendre une trade que je sais pas, t'as 500 bitcoins long, tu peux pas couper sans avoir une grosse perte. Parce que tu as un impact sur le marché. Si le marché, tu sais, il y a des marchés qui sont plus volatiles, plus liquides, euh, où est-ce que tu peux transiger des plus grosses sizes, mais si tu veux vraiment faire du scalping, il y a certains niveaux de size que tu peux pas accéder sans perdre ton edge, en un sens. Du moins de la façon que je trade. Donc, le sizing, garder ça maximum une certaine size, c'est un des gros points que je fais. Donc, je sais quoi ne pas faire. Malheureusement, je fais encore l'erreur de temps en temps, mais c'est beaucoup mieux. Euh, Ça m'a permis de me développer, de faire cette erreur-là dans le sens que j'ai toujours poussé les limites, puis éventuellement je deviens confortable dans un certain bracket qui est un peu plus haut. Mais c'est tout de même une erreur qui m'a coûté beaucoup au fil du temps. Sinon, une autre erreur, mais dans le fond, une autre chose que j'ai appris à ne pas faire, que je peux te donner un exemple, c'est ne pas être patient sur mes entrées. Donc, j'étais dans le prop shop où j'étais, il y avait un des traders qui disait Lucky entries, likely exit. Donc, faut que tu sois vraiment chanceux quand tu ouvres une trade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais pas avoir trop de douleur après avoir ouvert ta trade, sinon tu coupes. Faudrait que t'essaies de trouver un point où est-ce que tu te considères chanceux d'avoir une trade et que tu voudrais l'ouvrir vraiment. Donc, Tu sais, être exigeant sur ses entrées. exactement. Donc, la majorité du temps, probablement que tu vas manquer ton entrée, mais si tu l'as, ça va te payer plus que pas. Donc, plein de petites règles comme ça et de petits trucs que tu apprends au fil du temps, tu les accumules et ça te rend, c'est ça qui te fait en tant que trader, c'est l'expérience qui s'accumule et qui fait en sorte que tu es capable de profiter du marché. Tu parlais du fait que, genre, avec certaines sizes que t'as pu, genre, impacter le marché. Euh, est-ce que t'as pour toi, déjà, quelle est la taille limite, par exemple, en termes de size pour faire du scalping, par exemple, sur un BTC ou un Ethereum? Est-ce que, genre, à ton niveau, genre, tu sens la limite ou pas, par exemple? Plus c'est petit, plus tu vas avoir une facilité à le flipper long short, plus ça va être aisé de trader. Je te dirais n'importe quoi au-dessus de 200 bitcoins en général, c'est pas bon c'est trop gros pour du scalping pour moi. Je suis pas capable. J'ai fait l'erreur récemment puis ça a été, je pense, une de mes plus grosses pertes à vie. J'avais build un compte à une certaine somme. J'ai pris une position de quelque chose comme 500-600 bitcoins. J'ai été vraiment très arrogant en tant que tel. Et évidemment, le marché est allé contre moi. Ça a été une de mes plus grosses pertes à vie il y a un mois et demi. Donc, j'essaie de garder ça assez gros pour que ça vaille la peine en un sens que je garde l'avantage. Mais je dirais que dans le marché présent, quelque chose dans le coin de 100 bitcoins, une position de 100 bitcoins, c'est probablement la limite pour que ce soit comme la zone que tu as encore un avantage présentement. Mais si le marché devient moins liquide, ce qui arrive souvent ça arrive quand le marché descend et reste bas pendant un certain temps, les participants perdent l'intérêt. Donc,
des fois, c'est comme le 100 Bitcoin de maintenant que tu peux flipper relativement aisément. Ça devient comme 25 Bitcoin. Donc, il y a des périodes de marché, justement, qui sont moins liquides, que ça vaut presque pas la peine de trader en tant que tel. Dans le marché, dans le marché de baissier de 2022, il y a eu des périodes comme ça que ça valait presque pas la peine pour moi de trader. Il y a des moments où, enfin, en tout cas récemment, il y a beaucoup de gens qui disaient que justement l'été c'était moins liquide, etc. Est-ce que toi tu le ressens, ça par exemple, vu que tu t'es amené à trader avec de la size et que je suppose que tu arrives un petit peu à estimer la liquidité du marché ou en tout cas l'intérêt dans ces moments-là? Ouais, ben, il y a eu des moments assez liquides ces derniers temps. Je dois t'avouer que j'ai pas trop ressenti que c'était en tant que tel. Tu sais, c'était pas un trend. Évidemment, le marché le plus facile à trader, c'est un trend haussier. Donc, quand le marché monte, tout le monde, ou en moyenne, le trader va faire de l'argent. Mais il y a eu quand même des bons mouvements cet été. C'était pas facile à trader en tant que tel, mais c'était liquide à plusieurs moments. Ok. Donc c'est pas si naze que ça en termes de liquidité en ce moment. Mais c'est pas si pire que ça, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu en 2022, là. C'est pas la dépression de 2022. Et tu vois, genre t'as fait aussi tes armes, genre en 2018, 2019, 2020, etc. Est-ce que en termes de liquidité, sur le dernier cycle, on était beaucoup plus faible? Ou est-ce que on est sur des niveaux qui sont comparables? Parce que le marché a quand même beaucoup évolué depuis, quoi. Honnêtement, en 2021, quand le marché était haussier, c'était extrêmement liquide, c'était très comparable à maintenant. Peut-être même plus liquide dans le marché haussier que dans le marché qui fait un peu n'importe quoi en ce moment. Tellement d'interactions, tellement d'acteurs qui participent à ce moment-là. Ouais, je te dirais que ça a été très liquide en 2021 dans le marché haussier. Il y avait beaucoup d'intérêt, justement. C'est comparable, selon moi. Ok. Et est-ce que tu as ressenti un impact, genre, sur le price action depuis que les ETF sont Oui. actifs? Oh, Genre, oui, beaucoup. comment tu le ressens? Comment ça se matérialise exactement? Je ressens surtout parce que je regarde les livres d'ordre assez souvent et je me rends compte que les livres d'ordre ont perdu une certaine partie de leur edge en tant que tel. C'est beaucoup plus difficile à évaluer. Et souvent, ce qui arrive, c'est que tu as des périodes qu'il y a comme un acheteur. Souvent, c'est lié en tant que tel à du spot buying, spot selling. Que justement, tu as des grosses imbalances dans les livres d'ordre. Tu sais, les order books vont avoir, mettons, dans un spread de 5%, il va avoir des milliers de bitcoins de plus sur l'offre que sur la demande, et ça va continuer de monter, juste gruger toutes les ordres pendant une journée de temps. Et j'imagine que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui achète avec une TWAP sur Coinbase ou des échanges spot dans ce temps-là. Donc c'est un flow assez unidirectionnel puis presque très difficile à prédire. Tu peux le voir quand ça arrive des fois par les premiums. Tu sais, comme en ce moment, il y a un petit premium sur Coinbase depuis quelques jours. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui achète avec une TWAP sur Coinbase. C'est de la grosse spéculation, mais c'est plus compliqué qu'avant. Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu de l'edge au niveau d'utiliser les order books. Donc, faut que je sois un peu plus picky. Des fois aussi, quand c'est un marché qui traîne pas, il y a des jeux dans les livres d'ordre. Il y a quelqu'un qui va spoofer sur Binance Future, il va mettre des layers. Ça, c'est des jeux comme on voyait les années précédentes. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de flow unidirectionnel qui est dur pour moi à prédire. Qui provient peut-être du fait qu'on est plus mature comme marché. Il y a une partie du trading qu'on voit moins, qui est plus en backstage, tu vois, genre comme on parlait des ETF, je voulais parler de l'OTC. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais? Est-ce que t'as peut-être des... Ouais, over the counter, genre est-ce que Non, je sais. Est-ce que t'as des anecdotes ou est-ce que t'en fais ou est-ce que t'as des choses intéressantes à apporter à ce niveau-là? Parce que on parle beaucoup des ETF, etc. Mais au-delà des ETF, il y a énormément aussi, j'ai l'impression, de flux et d'échanges en OTC qu'on peut pas forcément voir sur les volumes publics, etc. Mais ça a l'air aussi significatif, non? Je fais pas d'OTC personnellement. Je pense que la dernière fois que j'en ai fait, c'était avec FTX sur leur site web. Ils te faisaient les settlements sur la plateforme directement. Donc non, j'utilise pas. J'ai vu, tu sais, il y a certains échanges qui sont là. Par exemple, OKX t'offre une station d'OTC, mais les quotes qu'ils te donnent, en général, c'est moins bon. Tu sais, même ByBitSwap ou Binance Swap, généralement, t'es presque toujours mieux d'acheter sur le marché spot
que d'utiliser ces Et fonctions. d'exécuter toi-même, en fait. Ouais, parce que ça va te coûter moins cher en bout de ligne. C'était ça ma conclusion. Il y avait seulement FTX qui était bon là-dedans, mais la façon qu'ils le faisaient, on a vu comment que ça a tourné au vinaigre pour eux. Donc peut-être que c'était trop beau pour être vrai. T'as été impacté par FTX ou tu vois comment ça s'est passé pour toi tout ce bear market et parce qu'on a eu quand même beaucoup de Black Swan, tu vois, je pense à Terra Luna, on a eu Free Arrow, on a eu plus ou moins Genesis, quelques boîtes de lending borrowing aussi et puis ensuite FTX. Comment s'est passé cette période pour toi et est-ce que même t'as été impacté par l'affaire FTX personnellement? Oui, donc en fait, j'avais vendu pas mal entre 30 000 et 60 000 pendant le marché haussier et baissier. Donc, la raison pour que j'avais vendu, en fait, c'était pour payer mes impôts. Euh, et donc, j'avais pas vendu plus que nécessaire en tant que tel, en un sens. Donc, j'avais comme la moitié, l'autre moitié qui allait pas aux impôts, que j'avais gardé en crypto. Et c'était surtout en Bitcoin dans le temps. Donc, évidemment, en fait, j'avais même eu du BNB à un certain moment. Et j'ai pris un gros hit. Dans le fond, je me suis fait, j'ai dû faire un moins 50% pour ce qui me restait, mais je m'étais gardé un certain coussin financier en dehors de crypto, donc j'ai survécu avec ça et j'ai vécu ma vie comme d'habitude. J'ai beaucoup moins tradé ce bear market-là que 2018. Enfin, je me souviens 2018, t'avais beau trader, c'est surtout à un moment donné, quand ça fait quelques mois de marché baissier, le counterpart contre qui tu trades, c'est pas un average Joe de tous les jours, ça devient comme plus algorithmique, plus des traders qui ont l'avantage. Exactement. Donc tu peux pas faire d'argent contre seulement des traders profitables, ça se peut pas. Quand le marché est haussier pendant longtemps, tout le monde fait du cash. Tout le monde qui a de l'exposition en crypto, et là, ils découvrent le leverage trading, et donc tu trades contre des gens qui savent aucunement quoi faire, et veut pas, ton counterpart est plus stupide, désolé du terme, que dans un marché baissier. Donc, le marché aussi est très bon pour amener du capital frais contre qui tu peux trader. Mais le marché baissier... Du capital moins intelligent, tu veux dire? Exactement. Le capital qui reste... Ouais, tu veux pas trader le marché baissier 6 mois deep dans le bear market parce que tu vas te faire ramasser. Exactement. Et aussi les sizes que tu peux trader sont très petites comparées au marché haussier, donc ça valait pas tant la peine. Et je suis bien heureux d'avoir fait cette réalisation-là à temps pour 2022 parce que j'aurais pas eu du plaisir à faire comme j'avais fait en 2018. Il y a un point qui me semble assez important, tu vois, qui est le risk management. Je pense que c'est l'une des clés de la réussite en trading, tu vois. Genre, sans risk management, globalement, tu ne grandis jamais et tu ne pourras jamais véritablement évoluer, puisque même si tu fais des gros gains sans risk management, tu vas les rendre parce que justement, t'en as pas. Ouais. Tu disais que tu t'es fait, genre assez fortement, genre, pendant la période FTX ou même, tu vois, récemment. Comment on se remet, tu vois, genre, rationnellement et même émotionnellement de grosses pertes, tu vois, quelles ont été pour toi les solutions pour se remettre de grosses pertes et réussir à relever la tête et à avancer? La première chose qui est importante pour moi, surtout maintenant que j'ai des dépendants, j'ai une famille à prendre soin, c'est d'avoir un coussin de sécurité en dehors de crypto. Comme ça, même si crypto drop à zéro, je vais être correct pendant au moins 5 ans, préférablement plus, mais au moins 5 ans. Pourquoi 5 ans? Ben, c'est parce que si je dois rediriger ma carrière vers quelque chose d'autre que crypto, ben, ça va prendre, c'est ça, ça va prendre quelques années à travailler fort et éventuellement trouver une façon de te remettre sur un autre chemin qui fonctionne. Donc, avoir du capital en dehors de crypto pour minimum 5 ans pour moi, c'est obligatoire, rendu où je suis. Après ça, avoir des bag spots que tu touches pas trop et trader avec seulement ce dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais peut-être faire un dépôt, je vais peut-être déposer, mettons, 2 à 5% de mes actifs crypto sur une plateforme de leverage trading à la fois, maximum. Si je veux trader du plus gros size, il faut que je grossisse, toi-même. Ouais. Exactement. Il faut que je grossisse ces actifs-là, que j'ai une win streak.
puis éventuellement, c'est moi qui décide si ça grossit à 10, 20%, 25%, ben éventuellement tu On withdraw, retire encore. ouais, tu retires. Mais si tu veux justement avoir accès à ton 16, il faut que justement je gagne ce 16 là. Donc c'est une des façons que j'ai trouvé qui fonctionne très bien, et la raison principale de pourquoi, c'est que si tu as une win streak, généralement c'est le meilleur moment de trader parce que ça veut dire que tu es dans le beat du marché dans le fond. Si tu as une losing streak, tu peux pas déposer trop gros, et justement, généralement, quand j'ai une grosse losing streak, ça précédait historiquement des losing streaks. Ça peut probablement dire que j'ai été du mauvais bord du marché, et je vois pas de raison pourquoi ça changerait de sitôt. En fait, même si des fois c'est difficile de size down après une grosse perte, c'est souvent ce qu'il faut faire. Et donc justement, je dépose pas plus que 2 à 5% de mes actifs crypto sur une plateforme de leverage, et j'essaie d'être très picky avec mes entrées. Donc je vais essayer d'utiliser de la grosse marge, des fois 20x à 50x, mais j'essaie d'être précis sur mes entrées dans le sens que je place mes ordres où est-ce que je pense que le marché, je serais très chanceux de me faire Fil. fil. Ouais. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux, et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi, ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté, avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Et d'un point de vue purement, tu vois, rigueur, discipline et risk management à l'intérieur même de ton trading, comment ça se passe, tu vois? Genre, est-ce que, enfin, en fait, le sujet qui est assez intéressant à mes yeux, c'est que, tu vois, en tant que trader, souvent, genre, on a plein de bags, tu vois. Genre, tu vas avoir, genre, ton bag spot, tu vas avoir, genre, du stablecoin à côté, tu vas avoir de l'early stage, etc. Et tu vas avoir, genre, la section que tu attribues au trading, tu vois. Comment Ouais. tu vas sizer exactement dans ce portfolio de trading? Est-ce que genre ça va être un pourcentage par rapport au fonds que tu as déposé sur l'exchange? Est-ce que tu vas risquer un pourcentage par rapport à ta bankroll globale ou ta bankroll liquide? Genre comment toi tu sizes et à quel point tu prends du risque, tu vois, sur chaque position? Parce que c'est quelque chose qui change beaucoup d'un trader à un autre, quoi. Ouais, sur chaque position, je peux risquer le compte au complet facilement. Je sais que ça sonne drôle, mais la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que je dépose peut-être 2% de Ok. mes actifs crypto à la fois. Donc oui, je vais utiliser de la grosse marge. Je vais T'es avoir un resté stop. dégène. En fait, t'es resté dégène dans une plus petite mesure, quoi. Oui, mais ça fonctionne assez bien pour certaines raisons. La première, c'est que j'ai pas besoin de me faire confiance. Par exemple, si j'ai 50% de tous mes actifs sur Bybit ou Binance et que je trade avec 50% de mes actifs, actuellement, je vais avoir une opportunité puis je vais tout le parier. Donc, je vais aller all-in. Et oui, je peux me dire que non, ça arrivera pas. Je vais être très sérieux et je vais respecter ma limite de risque. Mais éventuellement, tout ce que ça te prend, c'est une petite fois que tu triches un peu et soudainement, toutes les règles prennent le bord. Donc, je me fais pas confiance, mais je dépose littéralement ce que je suis prêt à risquer en une trade sur la plateforme comme actif de début. Et je redéposerai jamais avant une nuit de sommeil. Donc, si mon compte en fait, il se fait pas liquider, j'ai tout le temps un stop. Ouais. J'ai tout le temps un stop avant ma liquidation, mais si j'ai une grosse perte une journée, je le redépose pas avant une nuit de sommeil parce que, justement, je me suis rendu compte que je suis une personne différente après m'être réveillé le lendemain, dans le fond. Donc, c'est tout plein de petits trucs de même, mais ça fonctionne très bien pour mon risk management parce que, justement, ça me force à être assez précis sur mes entrées en un sens. Si j'utilise un leverage de 25x, ça veut dire que mon stop loss doit être
en dedans de 3% environ. Ça veut dire que tu peux pas juste FOMO au prix du marché. Il faut que tu attendes un dip si tu veux long ou vice-versa sur de l'autre côté. Donc, ça me force à penser 2 fois à mes entrées. Et le 16 peut être, si j'utilise 2%, je vais 25x. C'est une grosse partie de mon portfolio que je trade quand même. C'est juste que j'utilise la marge pour y accéder et ça protège mon risque. Ok. Et qu'est-ce que tu fais de tes bénéfices de trading? Est-ce que c'est quelque chose que tu réinvestis directement en spot, ou tu mets dans ton coussin de sécurité, ou que tu utilises pour t'acheter des trucs dans la vraie vie ou payer des impôts? Comment tu vois, comment tu utilises les profits que tu fais en trading en dehors justement du trading, si tu le fais? Oui, donc c'est comme un coussin de sécurité pour moi. Ça m'a permis de voyager, de payer des repas à ma famille, d'acheter une voiture. Ça donne, dans le fond, le gros avantage d'avoir cet argent-là, c'est d'avoir le confort de savoir que peu importe ce qui arrive, j'ai de l'argent pour payer. Pour va revenir. Tu tombes malade, t'as un bill d'hôpital. Si t'as pas l'argent pour le payer, t'es fini. Ça va être très, très stressant. Mais si t'as en banque assez d'argent pour que peu importe ce qui arrive, tu sois correct, ça donne une certaine paix d'esprit en tant que tel. J'ai payé beaucoup de voyages, beaucoup de repas au restaurant. J'ai acheté une voiture, des choses comme ça. Et ça te fait, du coup, c'est une sorte de stratégie de cash out aussi au fur et à mesure du jeu pour éviter de retomber trop bas, quoi. Parce que, tu vois, c'est un peu la limite que moi, enfin, c'est un peu la chose que moi, j'ai pas encore trop réalisé, tu vois, c'est des achats physiques, quoi. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi une bonne chose parce qu'au bout d'un moment, genre, c'est juste bien de réaliser son profit et genre de pouvoir en profiter et genre aussi d'avoir des choses qui ont une valeur tangible et qui ne bougeront pas autant Absolument. que le prix des cryptos, quoi. Oui. En fait, une chose que j'ai faite avec un bag, c'est j'avais vendu une certaine somme pour avoir à peu près 5 ans de coussin de sécurité pour les dépenses de ma famille que j'ai mis dans des bons gouvernementaux à 5,5%. Donc, c'est sûr que des bons gouvernementaux, c'est plate, c'est pas très excitant. Mais ça fait le job. Ça donne la paix d'esprit. Tu sais que tu as ce coussin de sécurité-là que tu peux utiliser puis que t'as 5 ans, 5 ans de dépenses qui sont dans quelque chose qui tombera pas à zéro. Ok. Et je me posais un petit peu la question de la plateforme où tu trades. Parce que typiquement, après avoir vu un FTX, etc., ça refroidit assez fortement. Et puis même en fonction des endroits où tu te trouves ou de ta nationalité, il y a de plus en plus de restrictions. Toi, où est-ce que tu trades majoritairement activement? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé aussi? Est-ce que tu as aussi essayé des solutions décentralisées ou juste ça ne vaut pas le coup? Les solutions décentralisées, il y en a qui sont intéressantes, mais ça se compare pas aux solutions centralisées selon moi. Les meilleurs échanges centralisés aujourd'hui, c'est évidemment Binance, Bybit et OKX. Selon mon expérience, ces trois-là, pour les produits dérivés, c'est très dur à battre. Binance, c'est probablement le plus volumineux liquide. Bybit et OKX, ça se ressemble relativement. Je dirais Bybit pour vraiment les apes. Bybit, c'est un des plus populaires. Pour les altcoins, je pense que la façon que c'est fait, c'est probablement le meilleur. C'est probablement meilleur que Binance pour les en termes de gestion de marge? Ouais, en termes de gestion de marge, ils donnent des sizes qui sont plus efficaces. Même OKX, j'ai regardé ça et ils donnent pas du gros size, mettons que t'es à un levier de 10x. Mais Bybit va te permettre d'être un peu plus degen en tant que tel. Si c'est une bonne chose ou pas, c'est pas à moi de juger. Malheureusement pour moi, je suis pas très profitable dans les altcoins, je trade surtout le Bitcoin, mais quand j'en ai fait, je le faisais sur Bybit. Sinon, pour Bitcoin, je dirais, c'est ça, il y a certaines différences de prix. T'sais, si tu veux catcher des wicks un peu plus profondes, Binance, des fois, il va être un peu plus volatile, ce qui peut jouer de ton bord contre toi, dépendamment de ta technique. On voit pas mal de choses bouger, en fait, du côté de Hyperliquid et DYDX, sur les DEX, tu vois. Et je trouve que c'est des initiatives et des choses qui sont assez intéressantes, ça génère du revenu, c'est de plus en plus liquide. Bon, il y a quand même un gap, mais ça commence à, tu vois, se rapprocher.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de compétitions qui commencent à bouger dans le coin des DEX. Donc, de ce côté-là, j'ai aucun doute qu'éventuellement, tu vas avoir un DEX qui est comparable en expérience de trading aux échanges centralisés. Clairement, moi, en tout cas, c'est une des choses que je regarde. Euh, je voulais savoir genre, comment ton style de trading a évolué et quels sont un petit peu, genre, tes plus gros apprentissages, genre, au travers de ta carrière de trading. Est-ce que ça s'est fait uniquement, genre, au moment où tu as réalisé des grosses pertes et Non, des éléments dont on a parlé, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être que tu as en tête et que tu aimerais, tu vois, partager? Je pense que d'apprendre, c'est c'est continuellement le cas. Mais toutefois, accumuler une certaine expérience, ça a été dans les premières années. Il y en a beaucoup que c'est. À fond, la première chose qu'il faut se mettre en tête quand on commence, c'est que la seule chose qui fait de l'argent, c'est ton edge. Il y a rien d'autre que le edge qui fait de l'argent. Donc, t'as beau avoir le risk management et tout. Dans le fond, le risk management, c'est pas quelque chose qui va te rendre profitable, mais c'est quelque chose dont tu as Qui va besoin pour t'aider. c'est ça, Hmm. non, t'en as besoin littéralement pour survivre. Sans risk management, tu survivras pas. Ça va pas te faire de l'argent d'avoir le risk management. C'est pas ça qui va être ton edge. Mais toutefois, si t'en as pas de risk management, tu vas aller bankrupt éventuellement. Donc, Comme SBF. donc comme base, d'être extrêmement centré sur ton edge avec une deuxième nature de bien manager ton risque. Ton risque, c'est un bon départ. Si tu as un esprit assez probabilistique que tu peux un petit peu calculer, calculer dans ta tête, OK, je pense que le marché, mettons, il va monter de 1000 $ dans les prochaines 3 heures peut-être. Et je pourrais mettre un stop une certaine, mettons un niveau 500 $ plus bas et je vais essayer de parier là-dessus. Pourquoi je parie là-dessus? C'est mon edge éventuellement. Donc, si c'est à cause que tu front-run des ordres dans les livres d'ordre ou un pattern que tu as vu ou une time zone que le prix a tendance à bouger d'une certaine façon, peu importe la raison pourquoi tu entres dans cette trade-là, ce qui est important, c'est que tu saches c'est quoi cette raison-là parce que ça va justement être ton edge. Mais il faut aussi que tu additionnes à cet edge-là un certain esprit quantitatif de probabilité. Donc il faut que ton risk-reward, en plus de ton edge, ait du bon sens et que tu gères ton risque, justement. Donc, si tu as ces éléments-là, tu gères ton risque, t'es axé justement pour seulement prendre une trade quand tu as un edge et que tu ajoutes un petit peu de probabilité dans le tout pour les entrées, les sorties, pour juger si ça vaut la peine de prendre cette trade-là. Éventuellement, en fait, au fil du temps, tu vas faire de l'argent, selon moi, en tradant. Si tu as vraiment un edge, il y aura pas de problème. Le plus difficile, évidemment, c'est de trouver cet edge-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, C'est le nerf de la guerre. si tu peux pas définir ton edge, généralement, t'en as probablement pas. Ça peut être une bonne règle générale. Donc, en prop shop, on voyait ça souvent. Tu sais, on demandait aux traders c'est quoi ton edge exactement, puis là ils vont te montrer plein de dessins sur leur graphique et de choses, mais c'est pas très cohérent. Tu mixes des choses ensemble et ça fonctionne pas très bien si tu mixes trop de choses parce que justement tu perds ton edge si tu le dilues avec 40 autres éléments. Donc avoir un gros focus sur justement quelque chose de spécifique pourquoi tu deviens très bon. C'est une bonne façon d'avoir justement de trouver un edge. Mais Est-ce ça que va te prendre ton, la est-ce que recherche. ton edge, il a beaucoup changé au fur et à mesure du temps, au fil des années, au fil des cycles? Ou est-ce que il a gardé une sorte de même philosophie, mais il a légèrement muté, quoi? Il a muté beaucoup, oui. Présentement, j'aime beaucoup regarder les livres d'ordre. Je te dirais depuis 2021, je fais beaucoup de livres d'ordre. J'adore parce que je trouve il y a du edge là-dedans, surtout fractionné comme le marché est. Et la façon que le marché réagit aux différents ordres sur les différents échanges aussi, j'aime regarder ça. Quand j'ai commencé en fait en prop shop fin 2018, j'étais convaincu que l'analyse technique c'était vraiment la la clé Le Graal. et j'en utilise pratiquement plus maintenant. Donc ça a Ok. énormément évolué. Il y avait certains moments où est-ce que j'ai eu en fait le plus gros edge que j'ai jamais eu, c'était souvent de très courtes périodes. Et par exemple, le crash de 2020, je pense que c'était en mars 2020.
le gros crash quand le Bitcoin était allé à 3000, puis c'était quelque chose qu'il fallait vraiment que tu sois à l'ordi puis que tu aies une bonne compréhension des systèmes justement de marge De liquidation, ouais. sur les différents échanges exactement pour prendre avantage. Et j'ai vu en fait je peux littéralement te dire c'était quoi la trade. En bref, t'avais le mark price et le prix qui tradait sur les échanges. Donc t'avais BitMEX, Bybit que c'était complètement Le mark brisé. price, c'est la moyenne globalement, genre du prix spot. Exactement, le mark Et price. c'est le prix qui déclenche la liquidation du côté des dérivés. Donc, en bref, ton prix de liquidation, le prix de la marque sur, mettons, BitMEX. Je donne BitMEX comme échange, mais ça se passait aussi sur Bybit et sur Deribit, plein d'autres échanges. Donc, le prix de la marque était comme 1000 $ plus haut que le prix que ça tradait sur l'échange. Donc, Bybit devait trader à 3500 alors que le prix de la marque était à 4500, c'est-à-dire la moyenne de tous les autres échanges. Ce qui veut dire que si tu faisais une longue de 100x isolée, mettons ton 2 bitcoins, tu prenais une position de 200 bitcoins avec, ou peu importe la limite Tu mettais plus était, de temps à te faire liquider en fait. ben, tu pouvais pas te faire liquider à moins que le prix drop de quelque chose comme 1100 $ ou peu importe peu importe comment c'est, parce qu'il fallait que justement que le prix de la marque drop de 4500 en bas de ton prix d'entrée qui était 3500. Donc, ce genre de hedge-là, c'était gigantesque et si tu prenais avantage quand ça s'est envenu, t'avais peut-être quelques heures au plus pour prendre avantage. Donc, je me souviens de celui-là parce que j'avais réussi à prendre avantage puis ça a fait une différence de plusieurs années. J'aurais pas aussi bien fait jusqu'à aujourd'hui si j'avais manqué cette opportunité-là. Et ce genre d'opportunité-là, en fait, il y a eu certaines opportunités similaires au fil des années, mais c'est la seule que j'ai réussi à prendre avantage à ce degré-là. Ouais. Et ça a tendance à venir. C'est un gros impact sur ton compte en gros pour la suite parce que ça t'a permis de snowball sur 2021 avec le bull run, je suppose. Ouais. Et si tu as une opportunité comme ça qui se présente devant toi, dans le fond, si tu la manques, ça peut te pénaliser de plusieurs années sans que tu le saches, juste parce que justement t'as pas pris avantage de quelque chose qui aurait complètement changé tes finances. Tu vois. Même avec le dit pressant, en soi, je pense qu'il y a un edge naturel que tu peux avoir, c'est genre juste d'avoir un peu de cash pour être capable d'acheter le dip proprement, parce que genre le moment où genre t'as vraiment des dips qui sont puissants, genre tu peux avoir tes lucky entry en fait, dont tu parlais. Et rien que ça fait une différence énorme, parce que genre t'arrives sur des entrées qui sont long terme et qui te permettent de positionner sur du cycle avec un marché qui est ultra volatile et qui peut te permettre d'avoir des prix assez fous, quoi. Ouais. Donc, il y a un coût à avoir du cash aussi, dans le sens que si le marché monte, tu vas manquer sur une certaine montée. Mais en effet, si t'as du liquide dans un gros crash, généralement en crypto, quand tout le monde panique, quand on dirait que ça s'en va à zéro, c'est là qui est le meilleur moment pour acheter. Je me posais une question, est-ce que tu trades parfois de manière automatisée ou tu fais que du manuel? Je trade. Est-ce que tu pourrais coder même ton système de trading et ton edge? Ou c'est compliqué? Je pense pas que je pourrais le coder simplement parce que je regarde beaucoup comment. J'ai beau utiliser le livre d'ordre beaucoup, je m'adapte à quelque chose que j'appelle un peu le flavor of the week. Donc ça veut dire si le livre, c'est ça, si le contexte c'est que le marché monte dans un livre d'ordre qui est beaucoup plus rempli sur le côté de l'offre, ben tu sais, généralement t'as tendance à front-run les ordres de vente que tu vois, mais je vais pas faire ça évidemment si ça fonctionne pas pendant quelques jours. Donc je m'adapte à ce qui se passe, la tendance de la semaine, du jour, et j'essaie de me trouver un peu une façon de naviguer ça du jour au jour. Donc ça peut changer la façon que j'approche le trading, et c'est pas quelque chose qui est uniforme et que je coderais facilement. Et aussi, je regarde comment le marché réagit au fil des nouvelles à travers tout ça. Donc, si tu as des nouvelles qui sont très bonnes et que le marché se met à baisser là-dessus ou il pompe pas sur les bonnes nouvelles, je vais avoir un petit peu je vais être biaisé de vendre quand le marché il y a une pump pendant le jour. Donc, j'ai une façon de faire que j'aurais de la misère à écrire toutes les règles et les coder.
et j'ai jamais essayé de coder. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Je voulais parler un petit peu de ce bull market, en tout cas de ce cycle. Comment toi tu l'as vécu en tout cas sur les 12 derniers mois et comment est-ce que tu te positionnes pour la suite? Quelles sont un petit peu aussi tes visions, convictions sur le marché? Selon moi, le marché pourrait... C'est très difficile d'être précis dans à deviner, mais selon moi, le marché vient juste d'avoir une correction qui est assez grosse. C'était un gros flush, un des plus gros flushs de l'histoire du Bitcoin et d'Ethereum. Le ETF d'Ethereum a récemment commencé, je pense que ça fait à peu près 2 semaines. Et si tu regardes ce qui est arrivé après le commencement du ETF de Bitcoin, je pense qu'il y a un petit bear market pendant environ 2 semaines et après ça, le marché a recommencé à monter de 40 000 à 60 000. Donc, je pourrais voir quelque chose comme ça se répéter facilement, mais je vois aussi que ça pourrait dropper à 30 000 par Bitcoin, puis ce serait comme une grosse correction beaucoup plus profonde. Donc, je suis capable de voir les deux scénarios jouer. Toutefois, si le scénario haussier est plus attrayant, mettons que je donne un 50-50 aux deux, je vois que le Bitcoin pourrait facilement monter à 150 000, mais il pourrait facilement dropper à 30 000. Donc, je vois aucune raison de vendre mes Bitcoins pour essayer de les racheter à 30 000 parce que le flip side de ça, c'est que... Dans ta tête, c'est worst case scénario. En gros, on fait un moins 30% à partir d'ici et genre, ma target dans tous les cas, c'est genre un x3. Donc, Ouais, en gros, exactement. c'est 30% de drawdown pour un hub de x3, quoi. Ouais, donc je vois pas de raison de vendre rendu où on est. Le marché, il est très différent dans le sens que un des indicateurs que je regardais beaucoup qui a été lié au top en 2021, c'était les produits futurs et les funding rates. Donc le coût d'emprunt était gigantesque. T'avais des produits sur Deribit qui tradaient à 80 000 plus, alors que le Bitcoin était 65 000. Donc c'était comme l'euphorie totale. Les gens voulaient emprunter pour parier plus et ils payaient très cher pour emprunter. Et t'as aucunement vu ça dans ce marché-ci. Je pense le plus qu'on a vu, c'était peut-être un premium de 10% sur les produits futurs, ce qui est quand même gros, mais t'avais littéralement 20% et plus Est-ce que tu en penses qu'on 2021. reverra ça avec le fait que le marché mature et que le fait qu'il y ait plus de gens qui run des stratégies delta neutrales, peut-être? Ça, c'est très intéressant parce que j'ai envie de Tu vois, dire t'as que des ça... IFINA, etc. Tu vois, genre, la question, c'est est-ce que juste le marché va pas être plus efficient? Ben, t'as deux réponses à ça. La première, c'est que oui, on va le voir encore. Ce qui veut dire que le marché a même pas commencé la partie euphorique du marché haussier, pas du tout. C'est encore très loin de là et qu'on a beaucoup de upside. Ou l'autre scénario, c'est que, en effet, on va voir qu'il y a beaucoup d'arbitrageurs qui vont prendre avantage de ça et ça va être un marché beaucoup plus efficace, dorénavant. Moi, je te donne mon bet. Moi, personnellement, je pense que on va avoir des fundings qui sont élevés, mais qui sont plus faibles que 2021. Et genre, peut-être que le cycle d'après, on aura toujours à un moment des fundings élevés, mais qui seront toujours de plus en plus faibles avec une sorte de tendance long terme, tu vois, baissière sur les fundings au fur et à mesure que les marchés deviennent de plus en plus efficients. C'est possible, oui. En tout cas, c'est comme ça que je verrai le truc, quoi. Je vois comment que tu penses et je suis quand même assez d'accord avec ça. Je pense que ça va pas être la même chose, mais qu'on va voir des gros funding aussi. Pour finir, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble ton folio là? Genre en termes de répartition ou même en termes de... Ouais. Bitcoin, Ethereum. C'est pas mal tout. Pas de Solana? Non. Pas En fait, encore? je songeais à m'acheter un bag. En fait, je songeais à m'acheter un bag littéralement au bottom quand ça valait, je pense, 12-13 $. Et je parlais à des gens et tout le monde, tu sais, il y avait un argument qui courait dans le temps, c'était il y a des gros unlocks de la fondation FTX, Celsius et tout, et t'avais ces overheads-là. Donc, d'acheter, c'était probablement pas le moment encore. Je me disais, OK, je vais acheter quand ça descend à $8.
Et finalement, c'était le bottom. J'ai tout manqué. Ça a pumpé à $30. Moi, Je me suis dit, j'ai bien size à $20 et j'ai revendu à peu près tout autour de 170. bon, mais Donc, t'as très bien fait, bravo. mais j'ai fait plein J'aimerais, de bêtises, hein. J'ai fait plein de bêtises. Celui-là, je l'ai pas loupé. C'est tout ce que je voulais dire. Mais j'ai fait plein de bêtises. j'aimerais dire que j'ai acheté le bottom et que j'en ai encore, mais malheureusement, j'ai manqué tout le move. J'étais correct avec manquer parce que Bitcoin, Ethereum, c'est là que c'est là que je mets mon argent puis je suis confortable avec ça, mais toutefois, quand je pense à ça, si j'avais acheté un bag dans le temps où est-ce que je songeais à acheter si ça drop un autre 50%, j'aurais fait un gigantesque retour. Donc, Mais la toi, de toute morale, façon, là, la morale, c'est que tu n'as que des bacs qui ont des ETF. exactement. Selon moi, ETF, c'est la trade, c'est la trade la plus Du importante. Tu sais, cycle, ouais. on a vu ce qui est arrivé avec Bitcoin et l'ETF, ça a vraiment eu un gros impact. Je pense qu'il y a des milliards et des milliards de flow et ça continue encore d'avoir un flow positif et probablement qu'Ethereum, avec une petite partie de ce que Bitcoin a eu comme inflow, va Ça pumper suffira jusqu'à, pour, tu sais, ouais. il va pumper beaucoup plus que le all-time high d'auparavant s'il y a quelques milliards de dollars dans les ETF qui flowent, selon moi. Donc, je suis Mm. assez optimiste pour Ethereum, mais toutefois, ça m'a quand même pris un certain coup d'opportunité d'en avoir depuis aussi longtemps parce que ça a underperform Bitcoin et Tout. Solana depuis la Ouais. dernière année. Euh, mais c'est correct. Non, clairement, je suis exactement dans la même position que toi, honnêtement. Enfin, en gros, moi, j'étais majoritairement exposé sur Solana, genre de 20 à 170. Et là, ça fait quoi? Genre peut-être 2, 3 mois que je commence à me positionner sur Ether. Et fait que, c'est peut-être un peu plus longtemps. Mais c'est chiant. ouais, non, je te C'est comprends. pénible pour l'instant. Mais je Donc, pense qu'éventuellement, Ethereum va avoir son moment. C'est juste le timer, c'est extrêmement difficile. C'est probablement pourquoi j'ai complètement abandonné de trader avec les produits perpétuels sur Ethereum. je comprends, je comprends. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que tu auras pris du plaisir à faire ce petit épisode de podcast. J'espère que surtout pour toutes les personnes qui nous regardent, vous aurez appris des choses. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à faire ça avec toi parce que, tu vois, on rentre dans le dur, on parle vraiment de trading, on parle vraiment de ce que c'est, de ce que ça génère, tu vois, tout ce qu'il y a autour. Et c'est rare, tu vois, d'avoir des conversations avec des gens qui sont quali et qui sont aussi expérimentés, qui ont de la size et qui se mettent dedans. Donc vraiment, je te remercie d'avoir joué le jeu. Pour tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et ça, je te laisse peut-être le mot de la fin avec aussi tes réseaux si jamais les gens veulent te suivre. Oui, donc merci de m'avoir eu comme guest sur ton podcast. J'espère que j'ai pas trop cherché mes mots longtemps. Je suis habitué de parler en anglais en fait, donc tous ces mots, funding, fill, j'ai de la misère à parler trading en français en fait. Euh, c'était le fun et merci de m'avoir invité. Un plaisir. À plus les gars, c'était Picsou, c'était Salsa. Plus.